Le 25 juin de l'an 2009, le monde s'est arrêté. Un nom a traversé les écrans. Une annonce a figé des millions de personnes. Et en quelques minutes, une vérité officielle s'est installée. Simple, définitive, confortable. Mais certaines histoires sont trop propres pour être honnêtes, trop rapides pour être complètes, trop évidentes pour ne pas cacher autre chose. Car si je te disais que les dernières 24 heures de Michael Jackson ne racontent pas la fin d'un homme, mais la disparition volontaire d'un mythe devenu prisonnier de sa propre légende. Si je te disais que ce que le monde a appelé une mort ressemble étrangement à une extraction parfaitement exécutée. Pas une fuite, une décision. Dans cette vidéo, rien ne sera crié, rien ne sera affirmé brutalement. Nous allons simplement observer, reconstituer. Relier les points que personne n'a jamais pris le temps d'aligner. Les silences, les incohérences, les choix humains derrière le spectacle mondial. Ici, il n'est pas question de complot facile. Il est question de pression extrême, de contrôle, de lucidité. Et d'un homme arrivé à un niveau où la seule liberté possible n'était plus la scène, mais l'effacement. Ce que tu vas entendre n'est pas une histoire pour divertir. C'est une expérience mentale. Une plongée dans l'esprit d'un homme qui a compris trop tôt ce que le succès coûte vraiment et qui a peut-être décidé une dernière fois de reprendre le contrôle. Reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu crois savoir n'est peut-être qu'un décor. Et parce qu'à la fin, cette histoire ne parlera plus seulement de lui, mais de toi, de ta propre trajectoire et des choix que personne ne peut faire à ta place. Si cette vidéo te fait réfléchir, si elle te dérange juste assez pour te faire voir les choses autrement, alors prends une seconde pour le montrer. Abonne-toi, laisse un signe, partage ton regard. L'expérience ne s'arrête pas ici. Les dernières heures visibles. Les dernières 24 heures de Michael Jackson ne commencent pas par un drame. Elles commencent par une normalité presque suspecte. Une normalité trop lisse pour un homme dont la vie entière s'est construite dans l'excès, la tension et l'exposition permanente. Ce matin-là, rien ne s'effondre, rien n'explose, rien ne fuit. Tout est calme, maîtrisé, comme si le chaos avait été volontairement tenu à distance. Michael est éveillé depuis longtemps. Le sommeil n'est plus un refuge pour lui depuis des années. C'est devenu un sas, une zone floue entre deux états. Il ne dort pas vraiment, il se met en pause. Son corps repose, mais son esprit, lui, reste actif. Toujours. La pièce est silencieuse. Pas un silence vide, un silence épais, chargé, celui qui précède les décisions irréversibles. Les rideaux sont tirés. La lumière du jour tente de s'infiltrer. Mais elle est filtrée, contrôlée, dosée, comme tout le reste dans sa vie. Il se lève lentement, pas par fatigue, par économie. Chaque mouvement est calculé. Le corps a appris à obéir même quand il proteste. Michael connaît parfaitement ses limites. Il sait aussi quand elles ont été dépassées depuis trop longtemps. Il traverse la pièce. Le sol est froid sous ses pieds. Cette sensation l'ancre. Il aime ce contact brut. Il lui rappelle qu'il est encore là, physiquement, réellement. Pas seulement une image projetée sur des écrans. Il s'arrête devant le miroir. Ce miroir a vu passer toutes les versions de lui-même. L'enfant prodige, l'adolescent surentraîné, l'icône planétaire, le symbole culturel, le personnage public déconstruit par les médias. Mais ce matin-là, ce n'est aucun de ces visages qu'il cherche. Il regarde un homme qui a survécu à quelque chose que peu d'êtres humains peuvent supporter. Être aimé par des millions de personnes sans jamais être connu par personne. Son regard est calme, pas vide, pas triste, lucide. Il ne se demande plus qui il est. Il se demande combien de temps encore. Depuis des semaines, une certitude s'est imposée à lui, lentement, méthodiquement. Pas comme une intuition artistique, comme une conclusion stratégique. Continuer dans cette trajectoire n'est plus une option durable, ni physiquement, ni mentalement, ni humainement. Le monde attend son retour sur scène. Les répétitions s'enchaînent. Les chiffres circulent. Les projections financières explosent. Tout le monde parle de renaissance, de comeback, de victoire finale. Mais personne ne parle du prix. Michael, lui, le connaît. Il l'a toujours connu. Chaque retour a un coût. Chaque apparition repousse un peu plus la frontière entre ce qu'il est et ce qu'on attend qu'il soit. Il n'est plus en train de créer. Il est en train de soutenir une infrastructure. Il s'assoit, lentement,
les mains posées sur les genoux. Il ferme les yeux. Son esprit ne dérive pas. Il se concentre. Il revoit les réunions, les visages tendus, les sourires intéressés, les phrases rassurantes qui masquent des exigences impossibles. Il revoit les contrats, les délais, les engagements pris sans réel choix. Il comprend une chose fondamentale. Ce retour n'est pas conçu pour lui. Il est conçu pour ce qu'il représente. Un actif mondial. Et un actif, par définition, s'exploite jusqu'à épuisement. Michael ouvre les yeux. Il n'y a plus de colère en lui. Plus de révolte. Ses émotions ont déjà été consommées par le passé. Ce qu'il ressent maintenant est plus dangereux, plus rare. Une clarté froide. Il sait que s'il monte à nouveau sur scène, il survivra peut-être à l'événement, mais pas à ce qu'il symbolise. Ce sera la fin définitive de l'homme derrière le mythe. Une fois de plus, peut-être la dernière. Il se lève et quitte la pièce. Dans une autre salle, des documents sont rangés avec une précision presque chirurgicale. Pas des partitions, pas des idées artistiques, des plannings, des options, des scénarios alternatifs. Michael Jackson a toujours compris une chose que beaucoup refusent d'admettre. Le succès mondial n'est pas un rêve, c'est un système. Et tout système a des failles. Il ne s'agit pas d'improviser. Il s'agit d'anticiper les comportements humains, les angles morts médiatiques, les réactions émotionnelles de masse, le besoin collectif de réponses simples face à des événements complexes. Michael connaît le monde. Il sait comment il réagit à la peur, au choc, à la perte. Il sait ce que les gens veulent entendre. Il sait aussi ce qu'ils ne prennent jamais le temps de vérifier. La matinée avance. Les échanges sont brefs, codés. Rien n'est dit inutilement. Chaque mot est pesé. Chaque silence aussi. Michael observe. Il écoute plus qu'il ne parle. Il lit les intentions derrière les phrases. Il distingue clairement deux catégories de personnes autour de lui. Celles qui voient un homme et celles qui voient une fonction. Il ne leur en veut plus. Il a dépassé ce stade. Il comprend simplement aucune libération ne viendra de l'extérieur. À mesure que les heures passent, une ligne est franchie intérieurement. Sans bruit, sans annonce. Michael ne cherche plus une solution pour continuer. Il cherche une sortie propre. Pas une fuite paniquée, une extraction maîtrisée. Il sait que le monde ne regarde jamais ce qu'il croit connaître. Il regarde ce qu'on lui montre. Il se nourrit d'images, de récits simples, de chronologies rassurantes. Et il sait surtout une chose. La disparition est parfois plus puissante que n'importe quel retour. Lorsque la nuit commence à tomber, Michael n'est plus dans l'hésitation. Il est dans l'exécution mentale. Il anticipe chaque étape, chaque réaction, chaque conséquence. Il accepte le prix symbolique de ce choix. Disparaître aux yeux du monde pour enfin exister ailleurs. Les dernières heures visibles s'écoulent sans incident. Trop propres, trop silencieuses, comme si le décor était déjà en place, comme si l'histoire officielle n'attendait plus qu'un signal. Michael s'allonge, pas pour dormir, pour fermer définitivement un chapitre. Ce que le monde s'apprête à vivre comme une fin, lui le vit déjà comme un commencement. Et personne, à cet instant précis, ne se doute que le plus grand tour de scène de sa vie n'aura jamais lieu sous les projecteurs. La décision. La décision ne tombe pas comme un éclair. Elle ne surgit pas dans un moment de panique ou de faiblesse. Elle s'installe, lentement, silencieusement, comme une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Dans ces heures-là, Michael Jackson n'est pas un homme au bord de l'effondrement. C'est précisément l'inverse. Il est plus lucide que jamais, dangereusement lucide. Il a dépassé le stade des émotions parasites. La peur, la colère, l'injustice, tout cela a déjà été consommé au fil des années. Ce qui reste maintenant, c'est une capacité froide d'analyse, une lecture presque chirurgicale de sa propre situation. Michael comprend une chose essentielle que très peu de gens au sommet comprennent à temps. Le problème n'est pas la fatigue. Le problème n'est pas la pression. Le problème, c'est l'irréversibilité de la trajectoire. Il sait que même s'il se repose, même s'il ralentit, même s'il disparaît temporairement, la machine ne s'arrêtera jamais vraiment. Elle attendra, elle patientera, et au moment opportun, elle relancera. Parce que Michael Jackson n'est pas perçu comme un être humain. Il est perçu comme une ressource renouvelable. Chaque retour est présenté comme une renaissance. Chaque renaissance est en réalité une extraction supplémentaire. Ce constat, il ne l'a pas fait seul.
Il l'a éprouvé dans son corps, dans son esprit, dans sa solitude. À chaque fois qu'il a essayé de redevenir simplement Michael, le monde a exigé Jackson. Il s'isole, volontairement, pas pour fuir, pour penser. Il sait que toute grande décision se prend loin du bruit, loin des conseils intéressés, loin des attentes émotionnelles projetées par les autres. Il s'assoit, encore une fois, dans ce silence qu'il maîtrise désormais mieux que la scène. Il repasse les scénarios possibles. Continuer, c'est survivre quelques années de plus. Peut-être, sous perfusion, en sacrifiant définitivement ce qu'il reste de vie intérieure. Disparaître partiellement, impossible. Le monde ne tolère pas les demi-présences. Il exige soit tout, soit rien. Rompre frontalement, inenvisageable. Trop de contrats, trop d'intérêts croisés, trop de dépendance économique. Il reste une option, la seule qui échappe au contrôle du système. La disparition totale, pas une fuite chaotique, pas un effondrement médiatique. Une sortie irréversible du récit. Michael comprend que la seule manière de reprendre le pouvoir sur sa propre vie est de redevenir imprévisible. Totalement, définitivement. Il sait que tant qu'il existe publiquement, il appartient au monde. S'il cesse d'exister officiellement, il redevient souverain. Ce raisonnement peut paraître extrême. Il est en réalité d'une logique implacable. Les sociétés modernes savent gérer les crises. Elles savent gérer les scandales. Elles savent gérer les renaissances. Mais elles ne savent pas gérer l'absence définitive. Une mort officielle fige tout. Elle clôt les contrats. Elle transforme un homme en archive. Elle rend toute exploitation future symbolique, jamais opérationnelle. Michael le sait. Il sait aussi que cette option exige un sacrifice immense. Pas physique, identitaire. Renoncer à son nom, à son visage public, à la reconnaissance immédiate, à l'amour visible, à l'ovation. Il sait ce que cela signifie. Vivre sans être reconnu. Observer le monde sans y être projeté. Redevenir invisible après avoir été l'être humain le plus vu de la planète. Mais il sait aussi ce que cela lui offrirait. Le silence, le contrôle, la possibilité de penser sans être interprété. À ce moment précis, la décision devient claire. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de débat intérieur. Michael n'est pas en train de choisir entre la vie et la mort. Il choisit entre deux formes d'existence. L'une est bruyante, lucrative, admirée, mais totalement aliénée. L'autre est silencieuse, inconnue, mais profondément libre. Et pour la première fois depuis très longtemps, il choisit pour lui. La suite n'est plus une réflexion, c'est une exécution mentale. Il pense aux humains impliqués, à leur psychologie, à leurs réactions probables. Il sait qui paniquera, qui obéira, qui suivra le scénario sans jamais le questionner. Il sait comment fonctionne la sidération collective. Il sait que dans les moments de choc, les gens cherchent des réponses rapides, pas des vérités complexes. Il sait aussi que le monde a besoin d'une fin claire, d'un point final, pas d'une disparition ambiguë. La mort officielle est la forme de conclusion la plus rassurante pour les masses. Elle évite les questions longues, elle permet le deuil rapide, elle referme les dossiers. Michael accepte ce rôle une dernière fois, non pas celui de l'artiste, celui du symbole. Mais cette fois, il en contrôle l'issue. Quand il se lève, quelque chose a changé dans sa posture. Ce n'est pas visible pour les autres. Mais intérieurement, il a franchi une frontière, celle après laquelle il n'y a plus de retour possible. Il ne se sent pas héroïque, il ne se sent pas tragique, il se sent aligné. Ce qui va suivre demandera du sang-froid, de la précision, de la discipline. La moindre erreur rendrait tout impossible. Mais Michael Jackson a passé sa vie à exécuter des chorégraphies impossibles sous pression maximale. Ce plan n'est qu'une chorégraphie de plus, la plus risquée, la plus silencieuse, la plus définitive. Et pendant que le monde continue de parler de concerts, de billets, de répétitions et de comeback, lui a déjà quitté mentalement la scène. Ce qu'il s'apprête à abandonner, des millions rêveraient de l'avoir, mais ce qu'il s'apprête à reprendre, aucune fortune ne peut l'acheter. Dans la prochaine phase, il ne s'agira plus de décider, il s'agira d'orchestrer. Et c'est là que l'histoire devient réellement dangereuse. L'orchestration. Une fois la décision prise, le danger n'est plus intérieur, il devient technique. C'est là que beaucoup échouent. Ils savent quoi ils veulent faire, mais ignorent comment le monde réagit réellement quand un mythe s'effondre.
Michael Jackson, lui, connaît parfaitement cette mécanique. Il l'a observée toute sa vie. Il l'a parfois subie. Il l'a souvent anticipée. Il sait que le chaos apparent est toujours gouverné par des réflexes prévisibles. Dans les moments de choc collectif, les humains cherchent 3 choses, toujours les mêmes. Une cause simple, une chronologie claire et une autorité pour valider le récit. Michael construit son plan autour de cette vérité. Il ne s'agit pas d'inventer une histoire. Il s'agit de laisser le monde écrire lui-même la version qu'il a besoin d'entendre. L'orchestration commence par le timing. Le temps est l'arme la plus puissante quand on sait l'utiliser. Pas trop tôt, pas trop tard. Un moment où la fatigue est maximale, où la pression médiatique est déjà installée, où tout le monde est prêt à croire à l'effondrement. Il sait que les répétitions, l'épuisement visible, les rumeurs sur son état de santé ont préparé le terrain. Sans le savoir, le monde est déjà conditionné. Les pièces sont en place. Il ne reste qu'à déclencher la réaction en chaîne. Ensuite vient la gestion humaine. Michael ne fait pas confiance aveuglément. Il observe, il classe. Il sait qui obéit par loyauté, qui obéit par peur, qui obéit par intérêt. Il ne cherche pas des complices conscients, il cherche des comportements automatiques. Les gens n'ont pas besoin de comprendre un plan pour y participer. Ils ont seulement besoin d'agir comme ils ont toujours agi. Les médecins suivent des protocoles. Les assistants exécutent des consignes. Les responsables légaux sécurisent leur position. Les médias répètent ce qui leur est confirmé. Personne ne s'arrête vraiment pour penser, parce que penser prend du temps. Et le choc n'en laisse pas. Michael anticipe chaque étape. Il sait que l'urgence neutralise l'esprit critique. Il sait que la tristesse collective crée une forme de respect automatique. Il sait que personne n'ose questionner une mort quand l'émotion est trop forte. L'orchestration n'est pas spectaculaire, elle est invisible. C'est ce qui la rend efficace. Il ne laisse aucun message explicite, aucun adieu, aucun signe trop clair. Il sait que l'absence d'explication renforce la solidité du récit officiel. Trop d'indices éveilleraient le doute, trop de mystères créeraient des questions dangereuses. Il faut une mort crédible, presque banale dans sa mécanique, pas héroïque, pas théâtrale, une fin médicalement explicable, administrativement gérable, juridiquement verrouillable. Michael comprend quelque chose de fondamental. Ce n'est pas la vérité qui fait l'histoire, c'est la cohérence du récit. Les heures passent, tout est d'une normalité dérangeante. Les échanges sont fonctionnels, les regards ne trahissent rien. Lui, en revanche, voit tout, les micro-expressions, les tensions, les automatismes. Il sait que dans quelques heures, ces mêmes personnes réagiront exactement comme prévu. Panique contrôlée, appel frénétique, protocole déclenché, déclaration sobre, puis silence. Ce silence-là est essentiel. Il permet au récit de se solidifier sans contradiction. Michael ne ressent pas de triomphe, il ne ressent pas de peur non plus. Il ressent quelque chose de plus rare, une paix stratégique. Il sait que ce qu'il est en train de faire va figer son image pour l'éternité. Il sera pleuré, analysé, sanctifié. Il deviendra intouchable. Plus personne ne pourra lui demander de revenir, de performer, de justifier son existence. Il deviendra une figure figée dans le temps. Et pendant que le monde fera son deuil, lui fera son retour à la vie. L'orchestration touche à sa fin. Les derniers paramètres sont alignés. Il n'y a plus rien à ajuster. À partir de maintenant, le processus appartient au monde, aux médias, aux institutions, à la foule. Michael n'a plus besoin d'agir. Il a seulement besoin de disparaître du cadre. C'est toujours ainsi que fonctionnent les illusions parfaites. Le créateur quitte la scène avant les applaudissements. Dans quelques heures, le monde croira assister à une fin brutale. En réalité, il assistera à la conclusion d'un plan d'une précision glaciale. Et personne ne réalisera que le plus grand tour de sa carrière n'était ni un pas de danse, ni une chanson, ni un concert. C'était une sortie. Dans la prochaine partie, le rideau va tomber officiellement. Et ce que le monde appellera une mort sera le moment exact où tout bascule. La mort officielle. La chute ne fait jamais de bruit quand elle est attendue. Elle s'annonce par un vide, un flottement, un moment où tout le monde sent que quelque chose vient de se produire sans encore pouvoir le nommer. Les dernières heures visibles se dissolvent dans une suite de gestes automatiques.
des appels, des voix basses, des déplacements rapides. La mécanique se met en marche exactement comme prévu. Les protocoles prennent le relais des individus. L'humain se range derrière la procédure. À partir de cet instant, Mike Jackson n'est plus un homme. Il devient un événement. Le récit officiel se construit à la vitesse de l'urgence. Les mots sont choisis pour rassurer autant que pour expliquer. Ils doivent être simples, médicalement crédibles, administrativement acceptables. Il ne faut pas de zone grise trop visible. Pas de place pour la spéculation prolongée. Une cause, une heure, un lieu. Le monde a besoin de repères clairs pour encaisser le choc. La nouvelle traverse les écrans comme une onde de froid. Elle n'entre pas, elle s'impose, elle coupe les conversations, elle interrompt les routines. En quelques minutes, l'attention planétaire converge. Les réseaux se figent, les télévisions changent de ton, les voix se font graves. La mort officielle est un langage universel. Elle suspend les doutes, elle neutralise les questions. Les images se répètent, les mêmes séquences, les mêmes phrases, les mêmes expressions de stupeur. Le choc collectif crée une forme d'hypnose douce. On ne cherche pas à comprendre, on cherche à ressentir ensemble. C'est là que le mécanisme atteint son efficacité maximale. Personne ne remet en cause ce qui est présenté avec gravité, unanimité et émotion. La tristesse est un anesthésiant puissant. Elle bloque l'analyse, elle impose le respect, elle interdit la dissonance. Le monde pleure et pendant qu'il pleure, il valide. Les heures suivantes sont une chorégraphie parfaite, les hommages affluent, les témoignages se multiplient, les récits se figent, chacun raconte son Michael, l'enfant, le génie, l'icône, le mystère, le fragile, le surhumain. Cette fragmentation est essentielle, elle dilue toute lecture globale. Chacun se rattache à une image personnelle, émotionnelle, jamais stratégique. L'homme réel disparaît sous les couches de mémoire collective. Administrativement, tout se ferme. Les dossiers, les contrats, les obligations futures. La machine qui exigeait une présence permanente se retrouve soudainement sans opérateur. Elle se transforme, elle recycle l'image, elle ne peut plus exiger le corps. Symboliquement, tout s'arrête. Opérationnellement, tout est verrouillé. La mort officielle est un point final. Et le monde adore les points finaux. Les jours passent. Les foules se rassemblent, les larmes deviennent cérémoniales. Le deuil se ritualise. Il prend une forme acceptable, encadrée, presque confortable. Chacun peut participer sans se poser de questions. L'histoire est désormais écrite. Un homme épuisé, une pression immense, une fin tragique. C'est cohérent, donc c'est vrai. Personne ne remarque ce qui manque. Les incohérences mineures, les silences trop propres, les zones jamais explorées. Parce que le récit officiel ne cherche pas à convaincre par la précision, il convainc par la répétition. À partir de ce moment-là, toute remise en question devient suspecte. Toute interrogation est perçue comme un manque de respect. Toute alternative est classée comme délire. Le mythe est scellé. Et c'est précisément à cet instant que la véritable séparation s'opère. Car pendant que le monde se fixe sur la fin d'une légende, quelque part, loin des écrans, commence une autre temporalité. Une vie sans projecteur, sans obligation symbolique, sans calendrier public. La mort officielle n'est pas seulement une fin, c'est une libération contractuelle totale. Plus d'apparitions attendues, plus de comptes à rendre, plus de justifications à fournir. Le nom devient une archive, le corps redevient un individu. Le monde continue de parler, de spéculer, d'analyser, mais il ne parle plus à lui, il parle de lui. La différence est immense. Ce qui a été sacrifié est visible. Ce qui a été gagné ne l'est pas. Et c'est exactement ainsi que devait se terminer cette phase. Dans la prochaine partie, il n'y aura plus de foule, plus de micro, plus de récit public. Il ne restera qu'un homme face à quelque chose de totalement nouveau pour lui, le silence choisi. Et c'est là que commence l'épreuve la plus difficile de toutes. Après le rideau, après le choc, après les hommages, après le vacarme mondial, il n'y a rien. Pas de scène, pas de caméra, pas de rôle à tenir. Il n'y a qu'un silence brut, presque violent, que Michael Jackson n'a jamais vraiment connu. Les premiers instants sont les plus déroutants. Non pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils sont vides. Le monde entier parle encore de lui, mais personne ne lui parle plus. Plus d'ordre déguisé en conseil.
Plus de regards qui attendent une performance. Plus de calendrier imposé. Il n'est plus attendu nulle part. Cette absence d'attente est vertigineuse. Pendant des décennies, chaque minute de sa vie avait une valeur externe. Un sens dicté par d'autres. Une utilité mesurée. Désormais, le temps n'a plus de témoins. Plus de validation. Plus d'applaudissements. Juste des heures qui passent sans justification. Et c'est là que commence la véritable épreuve. Car disparaître du monde ne suffit pas. Il faut encore se retrouver soi-même. Les premiers jours sont silencieux, mais l'esprit, lui, fait du bruit. Les automatismes persistent. Se lever avec l'impression d'être en retard. Penser à des obligations qui n'existent plus. Anticiper des regards qui ne viendront jamais. L'identité ne s'éteint pas avec le récit officiel. Elle résiste. Elle se débat. Michael découvre une vérité inconfortable. On peut quitter une prison sans savoir comment vivre dehors. Pendant longtemps, sa valeur a été définie par l'impact qu'il avait sur les autres. Maintenant, cette équation n'existe plus. Il n'est plus une référence, il est un individu anonyme. Et cet anonymat n'est pas immédiatement libérateur. Il est d'abord humiliant pour l'ego, déstabilisant, presque douloureux. Personne ne se retourne, personne ne reconnaît, personne n'attend. Mais très vite, quelque chose change. Le corps commence à se détendre, pas complètement, pas encore, mais suffisamment pour que la respiration devienne plus profonde. Les nuits s'allongent, le sommeil n'est plus un combat, il redevient un refuge. L'esprit ralentit. Pour la première fois depuis l'enfance, il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à justifier. Les pensées cessent d'être performatives, elles redeviennent intimes. Il observe le monde sans y être projeté. Les gens marcher, parler, rire, souffrir, sans savoir qui il est, sans attendre quoi que ce soit de lui. Cette normalité, si banale pour les autres, devient une révélation. Il comprend alors quelque chose de fondamental. La célébrité n'était pas une amplification de la vie, c'était une substitution. Elle avait remplacé l'existence réelle par une représentation permanente. Sans ce miroir déformant, il redécouvre des sensations oubliées, la simplicité d'un geste inutile, le plaisir d'un moment sans narration, l'absence de mise en scène. Il n'est plus obligé d'être cohérent avec une image passée. Il peut changer sans explication, se taire sans être interprété, penser sans être cité. Il devient invisible. Et dans cette invisibilité, il devient enfin libre. Mais cette liberté a un prix. La solitude est réelle. Elle n'est plus glamour. Elle n'est plus tragique. Elle est simplement là. Personne ne l'applaudit pour sa discipline. Personne ne célèbre sa retenue. Personne ne valide ses choix. Il doit apprendre à vivre sans feedback. C'est là que la transformation devient profonde. Michael commence à reconstruire une identité qui ne repose plus sur l'excellence publique, mais sur la cohérence intérieure. Il n'est plus question d'être le meilleur. Il est question d'être aligné. Il comprend que le vrai luxe n'a jamais été l'argent, ni l'influence, ni même l'amour de masse. Le vrai luxe, c'est de choisir son rythme, son silence, ses frontières. Le monde continue d'avancer sans lui. Les cycles médiatiques digèrent l'événement. De nouvelles icônes émergent. De nouveaux récits captent l'attention. C'est la preuve ultime que sa disparition était possible. Et paradoxalement, cette prise de conscience ne l'attriste pas. Elle le soulage. Il n'était pas indispensable à la planète. Il était indispensable à une industrie. Et cette industrie fonctionne très bien sans lui. Ce constat, loin d'être cruel, est libérateur. Il peut désormais exister sans mission imposée, sans rôle assigné, sans dette symbolique. Il n'est plus un modèle, plus une référence, plus une projection. Il est simplement vivant. Dans la prochaine partie, il ne sera plus question de lui. Il sera question de ce que cette histoire révèle de nous, de notre rapport au succès, à l'identité, à la liberté. Parce que ce récit, sous ses airs de disparition spectaculaire, n'est pas une fuite, c'est une leçon silencieuse. Et elle nous concerne tous. Ce que cette histoire dit de nous. À ce stade, l'histoire n'est plus celle de Michael Jackson. Elle ne l'a peut-être jamais été. Elle parle d'un mécanisme beaucoup plus large, plus intime, plus dangereux aussi. Celui qui pousse des individus à confondre leur valeur avec leur visibilité, leur identité avec leur utilité, leur existence avec leur rendement. Le monde moderne ne détruit pas les gens par la violence, il les use par l'attente. Il crée des trajectoires où l'on n'a plus le droit de s'arrêter,
où ralentir est perçu comme une faiblesse, où disparaître devient une trahison. Le succès dans ce système n'est pas une fin, c'est un piège à cliquet. Une fois enclenché, il n'autorise plus le retour en arrière. Cette histoire nous confronte à une question inconfortable. À partir de quand une réussite cesse d'être une victoire pour devenir une prison? Nous admirons ceux qui montent. Nous oublions de demander s'ils peuvent encore descendre. Michael a incarné l'extrême de ce phénomène. Mais il n'est pas une exception. Il est une version amplifiée de ce que vivent à des degrés différents des entrepreneurs, des créateurs, des leaders, des performeurs de tous horizons. Plus tu deviens visible, plus tu deviens prévisible. Plus tu deviens attendu, moins tu es libre. Le monde adore les récits de persévérance. Il parle beaucoup moins des récits de retrait. Pourtant, se retirer au bon moment est souvent l'acte le plus stratégique qui soit. Pas par lâcheté, par lucidité. Cette histoire nous rappelle que le courage ne consiste pas toujours à continuer. Parfois, le courage consiste à arrêter avant que le système ne décide à ta place. Elle nous oblige aussi à regarder en face une autre vérité. Personne ne viendra te sauver de ta propre trajectoire. Les structures qui profitent de ton énergie ne te diront jamais quand t'arrêter. Elles appelleront toujours cela une opportunité de plus. Reprendre le contrôle commence par une prise de conscience brutale. Si tu ne choisis pas ta sortie, quelqu'un choisira ton épuisement. Cette histoire n'encourage pas la fuite. Elle encourage la souveraineté. Elle ne dit pas qu'il faut disparaître du monde. Elle dit qu'il faut cesser d'exister uniquement pour lui. La vraie réussite n'est pas d'être vue par tous. C'est de pouvoir se retirer sans s'effondrer. La vraie puissance n'est pas de durer coûte que coûte. C'est de rester maître de sa trajectoire. Et si cette histoire dérange, c'est parce qu'elle met en lumière une chose que peu de gens osent formuler. Le succès sans liberté n'est qu'une forme sophistiquée d'aliénation. Conclusion. Reprendre le contrôle. Ce récit n'est pas là pour être cru ou rejeté. Il est là pour être ressenti. Parce qu'au fond, il ne parle pas d'un homme qui aurait disparu. Il parle de millions de personnes qui avancent sans jamais s'arrêter pour se demander pourquoi. Il parle de toi, de ce que tu poursuis, de ce que tu sacrifies, de ce que tu repousses à plus tard en te disant que tu verras après. Mais il n'y a pas toujours d'après. Il y a un moment précis, souvent silencieux, où l'on comprend que continuer n'est plus une preuve de force. C'est un réflexe. Et ce moment-là, si tu l'ignores trop longtemps, le corps, l'esprit ou la vie se chargent de trancher à ta place. Cette histoire te rappelle une chose essentielle. Tu as le droit de redéfinir ta réussite. Tu as le droit de ralentir. Tu as le droit de sortir d'un récit qui ne te ressemble plus. Le monde n'a pas besoin que tu t'épuises pour fonctionner. Il fonctionnera très bien sans ton sacrifice. La seule question qui compte vraiment est celle-ci. Qu'est-ce que tu veux préserver? Si cette vidéo t'a poussé à réfléchir, si elle a semé un doute utile, une remise en question nécessaire, alors ne laisse pas cette sensation se dissoudre. Fais-en quelque chose. Marque une pause. Laisse une trace. Engage-toi avec cette idée. Parce que les histoires les plus puissantes ne sont pas celles qu'on regarde jusqu'au bout. Ce sont celles qui changent la manière dont on avance après.